Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Quelle analyse faire du rassemblement de Manko Taxawu Sénégal? Comment apprécier la prolifération des coalitions à quelques mois de la fin de la 12e législature? Que retenir du bilan? Premier voyage de Macron à Gao, symbole de la France-Afrique ou partenariat gagnant-gagnant? Quelle lecture en faire? Pour débattre de toutes ces questions, Remue-Ménage reçoit ce dimanche 21 mai Abdoulaye Ndiaye, journaliste enseignant, chroniqueur à la RFM, et Abdelaziz Gueye, ingénieur polytechnicien. Remue-Ménage, c'est avec Alassane Samba Diop tous les dimanches 10h-11h sur la RFM. Dimanche 21 mai 2017, bonjour à tous. Avec nous, Abdoulaye Ndiaye, journaliste, enseignant, et Abdelaziz Gueye, ingénieur polytechnicien. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous dans ce studio de la RFM. Alors, le rassemblement de Manko Wattu Sénégal, la coalition de l'opposition, s'est tenu vendredi. Les ténors de l'opposition ont réclamé la libération de Khalifa Sall, le retour de Karim Wade à Dakar, alors, et la gestion transparente des ressources pétrolières et gazières. Abdoulaye Ndiaye, comment analysez-vous cette rencontre et surtout ce discours de Manko Wattu Sénégal? Je crois qu'il faut déjà se placer dans le contexte de la perspective des élections législatives qui devient un contexte très mobilisateur. Il faut également se rappeler que aujourd'hui, il y a des rapports de force qui vont s'organiser. Et que ce qui s'est passé la dernière fois symbolise, à mon avis, ce qui s'est souvent passé. C'est-à-dire, il arrive parfois que les gens soient ensemble pour pouvoir détrôner quelqu'un. C'est comme une sorte de remake de ce qui s'était déjà passé il y a 5 ans. Mais l'essentiel, c'est qu'au-delà de cette mobilisation, il faut arriver à pouvoir s'accorder sur un programme minimum autour duquel les Sénégalais vont pouvoir comprendre. Sinon, ça risque d'être un assemblage de partis très hétéroclites où on n'arrive pas à peser le poids des uns et des autres, avec un certain nombre de leaders qui sont ceux qui sont revenus parce qu'ils étaient là et qui ne pourra peut-être pas apporter, à mon avis, si on n'a pas clarifié ce que les Sénégalais seront en droit d'attendre. C'est-à-dire les éléments d'interpellation de notre vie actuelle. C'est-à-dire, quelles vont être les propositions qu'ils vont nous faire? Cet assemblage, pour ne pas dire ces coalitions de partis, travaille-t-il dans le cadre d'un accord qui leur permettra de pouvoir faire un programme minimum proposé aux Sénégalais pour qu'ils puissent être d'accord avec eux afin de pouvoir, comme c'est une respiration démocratique, permettre aux élections de pouvoir avoir ou engranger quelque chose qui pourra leur être utile. Mais là, pour l'heure, j'ai le sentiment que c'est l'histoire qui se répète et qu'on a retrouvé un certain nombre de personnes qui étaient de l'autre bord à un certain moment et qui sont aujourd'hui du nouveau bord. Et qu'ensuite, il y a un éclatement aujourd'hui des pôles. Et la représentativité des uns et des autres n'est pas suffisamment perçue. Et tout ne devra pas passer par des slogans, ni par le sarcasme, ni par l'invective. Il faudrait arriver à pouvoir établir un programme réel à partir duquel les Sénégalais vont se sentir concernés. Ceci dit, je crois qu'on gagne maintenant les élections en faisant des coalitions. Il faut maintenant des alliages même pour pouvoir gagner des élections. Et que pris individuellement, probablement, il leur serait très très difficile de pouvoir gagner les élections. Mais qu'ils s'accordent. Parce que ce serait la 2e ou la 3e fois qu'on voit des groupes se réunir, travailler à détrôner ou à imposer une nouvelle majorité sans pour autant s'accorder autour de l'essentiel. Résultat des comptes, au finish, les gens finissent par avoir des problèmes et ça a tendance à beaucoup mettre en l'air l'idée et la volonté d'être ensemble. Abdelaziz, est-ce que vous avez la même lecture? Bon, moi, d'abord, bonjour à tous vos auditeurs. J'ai été un peu surpris de... Bon, comme dit mon Ablaye, c'est vraiment le temps de la respiration démocratique. Mais je dois dire que j'ai été un peu déçu. Pourquoi? Bon, demander le retour de Karim Wade, vous ne savez même pas dans quelles conditions il est parti. Vous ne savez pas... C'est-à-dire, à un moment donné, je considère qu'il faut être un peu plus sérieux que ça. Vous ne savez absolument rien de tout ce qui se passe sur ce sujet. Vous ne pouvez pas réclamer le retour de quelqu'un qui a été condamné et qui a été gracié. Sans que
et qui a été exfiltré. Bon, moi, je dois dire que j'ai été un peu mettre sur le même plan d'égalité. Khalifa Sall et Karim Wade m'ont fondamentalement irrité. Et bon, de manière plus générale, je ne suis pas très optimiste. C'est vrai, c'est le temps de la respiration démocratique, mais nous avons l'impression que c'est bis repetita. La montagne accouchera encore d'une souris. Je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, hein, j'ai l'habitude de recevoir ce genre de sobriquet, mais je ne vois pas, c'est comme si pour moi ça ne sert à rien. Je ne peux pas dire que l'Assemblée nationale ne sert à rien. Bon, jusqu'ici, elle n'a pas servi à grand-chose, de mon point de vue. C'est une chambre d'applaudissements, c'est vous qui l'appelez comme ça. Pour moi, jusqu'ici, ça n'a servi à rien, sauf à avaliser les désirs du prince. Bon, maintenant, il faut bien une Assemblée nationale, mais je pense qu'on n'est pas dans le bon sens. On n'y est pas du tout. On n'est pas en train d'aller vers l'expression du jeu démocratique. Je ne crois pas du tout que cette Assemblée nationale sera représentative de toutes les composantes du peuple. Pas du tout. Ça ne l'a jamais été depuis 1960. On ne prend pas le chemin vers la prise en compte des besoins et des considérations des populations sénégalaises. C'est quand même extraordinaire. On est en 2017. On n'est pas en 1960. On a un taux de scolarité. Mais bon, peut-être que nous sommes responsables autour de cette table, les médias, les intellectuels, tout ce que vous voulez. Mais le résultat est là. Je ne vois pas du tout. Ce serait bien d'avoir une alternance, peut-être pour foutre un peu le bordel, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en dehors de ça, je ne vois pas. Alors que, paradoxalement, nous avons là l'opportunité vraiment d'exercer le contre-pouvoir. Et c'est peut-être là qu'il faut saluer l'esprit de Manko. J'espère qu'ils vont s'entendre. J'espère vraiment qu'ils arriveront à mettre l'intérêt général, l'intérêt supérieur des Sénégalais au-dessus de considérations, vraiment, de basses considérations personnelles. Le mot le plus important là-dedans, c'est basse. Pour moi, ces considérations sont extrêmement basses. Et j'espère qu'ils réussiront à être, pour une fois, des hommes politiques, des hommes d'État. Comprendre que l'heure est à l'union. L'heure est suffisamment grave pour que chacun puisse abandonner une parcelle de soi-même pour l'intérêt général. Oui. Il a posé la question de fond, c'est pour demander est-ce que les Sénégalais, au fond, ne sont pas responsables du comportement de leur classe politique? Non, je pense que, au fond, c'est parce que la grande majorité des Sénégalais ne sont pas en politique. Et qu'au fond, l'idée de laisser aux politiques le droit de pouvoir exercer tout sur eux, finissent par en faire des otages. Exact. Et qu'aujourd'hui, on ne profile pas. La politique en tant que telle est un exercice qui appartient à des gens qui savent, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, mettre en avant l'intérêt général. Et il faut reprofiler les gens qui sont en politique. Vous avez parlé de cette 12e législature qui se termine. Je crois que nous y reviendrons. L'idéal aurait été qu'il y ait au niveau de cette assemblée des personnes qui marquent par de grands textes, qui aident les Sénégalais à évoluer, qui les aident à changer leur vie, qui les aident à pouvoir vivre mieux par ces grands textes avec un contrôle strict de tout ce que fait l'État. Ça aurait été l'idéal de pouvoir avoir cela dans une législature, comme ça peut se faire ailleurs. J'attends souvent d'entendre une proposition de loi venant d'un député qui pose un problème auquel les Sénégalais s'identifient, on met souvent du temps à l'avoir. Donc pour dire simplement que les gens deviennent les otages des politiques. Mais que voulez-vous? Si vous n'allez pas vers les politiques ne viennent pas vers vous, mais ils finissent par vous avoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je crois qu'il arrivera un jour où les grands partis qui structurent les vies politiques dans toutes les grandes démocraties devront se revoir pour voir un peu où en sont-ils aujourd'hui avec leur évolution. Parce que l'histoire est en train de montrer qu'on peut ne pas être dans les grands partis et pouvoir devenir désormais quelqu'un qui compte. C'est-à-dire les regroupements, les mouvements et même parfois les trajectoires individuelles sont devenues maintenant des possibilités pour pouvoir exister. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être en rapport direct avec les impératifs qui commandent la vie des populations. Les Sénégalais sont en attente et ceci ne passe plus simplement par l'énoncé, la formulation, l'utilisation d'un certain type de langage qui ne crée même pas l'exemple ni la valeur. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Pour être en politique,
il faut déjà pouvoir mobiliser des personnes qui sont derrière vous et qui deviennent vos relais. Avec parfois des propos qui ne confirment pas ce que doit être la politique réellement. Mais puisque on n'y apprend plus grand chose en politique, les gens deviennent des personnes qui pensent qu'il faut être derrière beaucoup de personnes. Les regroupements sont nécessaires, mais il faut qu'il y ait un contenu à l'intérieur. À 2 mois des élections législatives, on voit une prolifération de coalitions. La coalition Manko, il y a la coalition Initiative 2017, il y a Oser l'avenir avec Assad Talsal, il y a aussi la coalition qui est au pouvoir. Est-ce que cela traduit un besoin de faire de la politique au Sénégal, ou bien est-ce que ces coalitions traduisent les aspirations des Sénégalais en tant que telles, ou bien c'est de la lutte des places, comme on dit? Tu as en partie répondu à la question. Tout ça, c'est un jeu à somme nulle. Mais pas pour eux. Même pour eux. Je suis persuadé que, bon, peut-être qu'il y a un problème de compétence ou d'appréhension de la réalité politique. Parce que pour une grande partie d'entre eux, c'est vraiment perdu d'avance. Ça ne sert à rien. Enfin, je ne veux pas être, encore une fois, un oiseau de mauvais augure. Mais des fois, je me demande s'ils ont un minimum de cerveau, ou comme disait l'autre, uniquement leur moelle épinière leur suffit. Parce que il ne s'agit pas d'être polytechnicien, grand journaliste ou sorti du MIT pour voir que mais ça ne sert à rien. Ça ne vous apportera rien. C'est peine perdue. Il vaut mieux vraiment renforcer que de diviser. Mais juste une parenthèse. Vous avez dit que les élections dans 2 mois. Ablaye a fait allusion tout à l'heure à ce qui s'est passé en France. Je dois regretter que ce temps de respiration démocratique ait été coupé. En 2012, on a eu la même élection présidentielle. Là, le système est découplé. Bon, je referme la parenthèse là-dessus. Mais ça prouve que nous sommes aussi très loin du compte, très loin de l'expression démocratique. Quelque chose peut être dit aujourd'hui, ça n'a aucune valeur pour demain. Il y a des fondamentaux qui sont perdus. Après maintenant, chacun essaye, c'est le sauf qui peut. Je ne suis pas en phase avec Ablaye parce que ses lunettes ne me plaisent pas. Je crée une coalition pour être contre Ablaye. J'ai mon ordre de lutteurs, d'invectives, etc. Bon, c'est ça qui a été présenté comme, c'est ça qui est la politique aujourd'hui. Il est normal que les Sénégalais ne se retrouvent pas dans ce jeu. C'est un jeu à somme nulle. C'est une perte de temps et d'argent et d'énergie. Mais est-ce qu'ils ne sont pas responsables, ces Sénégalais qui suivent ces gens-là dans cette voie-là? Alors, maintenant, responsables, certainement, parce que c'est eux qui donnent le pouvoir. Le pouvoir leur appartient. Maintenant, depuis, ce que je dis là est antérieur aux indépendances. Ça a été organisé comme ça par le pouvoir occupant de l'époque. Et ce peuple a été infantilisé. Et à aucun moment, quelqu'un ne s'est levé pour rompre les chaînes, comme on dit, pour les libérer, pour que ce slogan d'autodétermination puisse s'appliquer. Et on en est encore là. Ceux qui l'ont tenté, je pense à l'illustre professeur Cheikh Anta Diop, a été tellement marginalisé que si vous parlez à vos enfants de Cheikh Anta Diop, ils pensent que c'est le nom de la rue, que vous parlez d'une rue. Cheikh Anta n'est pas enseigné au Sénégal. Et donc, à quel moment ce peuple qui pour moi est magnifique, qui est inventif, il n'y a qu'à aller dans le monde rural pour voir comment les gens font pour essayer de s'en sortir, est infantilisé. Et on les garde, c'est comme un troupeau, on les garde à l'écart. Au moment de la traite, le berger vient pour faire la traite. Après, on lâche les chèvres dans la nature. Vous vous débrouillez pour votre pitance et vous revenez nous donner le lait au moment des élections. C'est quand même une image, hein, mais extrêmement dommage pour notre pays. Et vraiment, il y a à faire. Pour qui veut faire, il y a de la matière. 64% de notre population a moins de 25 ans. La force vive de notre nation a moins de 25 ans. Ces jeunes qui se perdent dans le désert libyen à essayer de joindre Lampedusa, quand ils arrivent en Italie, c'est pour faire quoi? Pour cueillir des tomates. 95% de nos ressources en eau ne sont pas exploitées. 95% de nos ressources en eau souterraines ne sont pas exploitées. 94% de nos exportations horticoles est le fait d'entreprises étrangères. Je ne suis pas xénophobe. Mais quand même, nous sommes capables de produire de la tomate, de produire du mono, des pastèques. Ça se fait ici à Thiès. À Canel où tu habites, il y a quand même des manguiers. Tous les villages du Sénégal, il y a des manguiers. Nous sommes exportateurs nets. La mangue du Sénégal est prisée dans le monde entier. Et on est là à nous bavarder de Karim Wade qu'il faut, je ne sais pas trop quoi là. Mais à un moment donné, 94% de nos exportations horticoles
Nous ne les maîtrisons pas. Après, on parle de... Non. Oui, des découvertes pétrolières, tout cela, c'est bien. Mais il y a mieux à faire. Je considère que nous n'avons pas encore le leadership nécessaire pour mener les combats d'abord économiques. C'est l'économique d'abord. Et le reste suit. Est-ce que justement c'est pas ce déficit de débat économique sur les questions essentielles d'orientation des pays qui pose problème dans toutes les coalitions, aussi bien celles qui sont au pouvoir, que Manko Wattu Sénégal, que Initiative 2000, les gens cherchent plus à se positionner pour leurs intérêts personnels que pour ceux du pays. Oui, je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Quand on parle d'espace public, il y a un certain nombre d'acteurs qui y sont. À commencer par les journalistes que nous sommes. Les médias, oui, absolument. Et qu'au fond, les enjeux sont des enjeux économiques. Donc, il faut que les gens en parlent. C'est l'économie qui fait vivre. Aujourd'hui, il l'a dit, un certain nombre de chiffres sont des chiffres révélateurs. Et croyez-moi, on ne construit pas un pays sur une sorte d'arrimage de propos dénoncés, de bluffs les uns les autres. On construit un pays sur des faits réels. Et le discours économique est un discours manquant. Moi, je suis d'accord pour que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays présentent un bilan sur ce qu'ils ont fait. Les Sénégalais pourront apprécier. Ensuite, je suis également pour que ceux qui aspirent à pouvoir les remplacer nous proposent un projet économique réel qui tienne en compte de nos problèmes, de nos difficultés, de nos envies de régler un certain nombre de nos préalables. Et mieux, je crois que les journalistes que nous sommes devons les bousculer, les pousser dans leur dernier retranchement pour que désormais, dans ce qu'ils formulent, que l'on puisse apporter des réponses aux problèmes. Les problèmes sont des problèmes économiques. Aujourd'hui, près de 200 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. On parle de notre taux de croissance, qui est un indicateur qui aurait pu être important si ce taux de croissance était quelque chose qui avait un effet direct sur la façon dont... des populations. Je ne dis pas que les efforts n'ont pas été faits pour qu'il y ait un taux de croissance intéressant, mais je dis simplement qu'il faudrait que l'on le ressente davantage. On dit souvent, il faut que ça se ressente dans le panier de la ménagère, que ça se rente sur les problèmes liés au prix de la santé, aux problèmes de l'éducation. Je crois que ça, c'est des éléments sur lesquels on aurait pu disserter et discuter. Mais est-ce que ce taux de croissance reflète le travail des Sénégalais ou bien c'est un taux de croissance porté par des entreprises étrangères installées au Sénégal? Il y a beaucoup à dire là-dessus, parce qu'il y a toute une théorie autour du taux de croissance. Il y a même de plus en plus certaines personnes qui pensent que l'élément de mesure de la progression économique ou du bien-être des personnes ne passe plus par cet assemblage de taux de croissance, mais il passe désormais par d'autres éléments, d'autres indicateurs qu'il convient d'analyser. Mais ça, c'est quelque chose que les gens mettent en avant les uns les autres. Mais en ce qui nous concerne, c'est parce que c'est un indicateur. Quand un État travaille, je ne dis pas que cet État-là n'a pas travaillé. Il y a un certain nombre d'efforts qu'on a sentis. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui se mettent en place. Il y a probablement de grandes ambitions qui sont en train d'être déroulées. Mais le problème, à mon avis, c'est d'en faire un débat et que cela soit partagé et que les gens donnent leur avis là-dessus. Et que ceux qui sont en face, qui jouent à vouloir remplacer ceux qui sont là, qu'ils nous fassent des propositions. Que le discours ne soit plus un discours à la limite bon, j'ai utilisé l'expression, c'est le sarcasme prédomine sur ce que vous pouvez proposer. Et je donne un exemple. J'ai suivi hier la dame Sall, madame Aïssata Sall, qui constitue un pôle. J'ai lu un certain nombre d'éléments. Au moins dans le discours qu'elle tenait, j'ai cru comprendre que ça tranche avec les autres types de discours parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de propos. On peut contester ce qu'elle dit probablement si on n'est pas avec elle, mais au moins elle a eu l'avantage de faire un certain nombre de propos. La santé, je vais réformer l'enseignement. Parce que c'est sur ces bases-là que les gens peuvent se retrouver. Mais tant que c'est pour se retrouver ensemble, aller courir, être devant les radios, être dans les télévisions, faire de grandes rencontres pour reparler aux Sénégalais, les mettre en veilleuse et ne revenir que 5 ans après pour leur reparler, je pense qu'il faudrait que l'on dépasse cela. Mais est-ce que ce débat économique-là aujourd'hui devait être porté par l'Assemblée nationale qui est en train de boucler sa 12e législature? Est-ce que des questions de fond par rapport à l'économie, à la santé, à l'éducation ne devaient pas être portées aussi par cette Assemblée nationale-là que les Sénégalais ont choisi, entre guillemets. Non, Alassane, il faut pas être rêveur. Pourquoi? Cette assemblée. C'est les grands rêves qui font le grand destin. Non, ça c'est un cauchemar. C'est même pas un rêve, c'est un cauchemar. L'Assemblée nationale ne portera pas ce débat. Pourquoi? En tout cas, cette assemblée qu'on voit, c'est un constat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle porte ce débat? Je pense que le mal est très profond. Bon, maintenant, il faut peut-être pour moi, il y a un premier élément, et Ablaye l'a souligné, c'est le rôle des médias. Vous avez
les médias, c'est pas seulement les journalistes, pour moi, c'est vraiment tous ceux qui prennent la parole en public. Vous avez un rôle extrêmement important. C'est de poser le débat. C'est de forcer les gens à débattre. Si vous ne posez pas le débat, mais le débat va être esquivé. Parce que, en face, ils n'ont pas intérêt à ce que le débat soit posé. Donc, les premiers responsables, c'est ceux qui ont choisi de piquer. Ceux qui sont tenants du pouvoir, comme il le dit, ou ceux qui aspirent à arriver. Mais si le débat est permanent, même celui qui veut être député ou pas, aura que, sur ces 3 dernières années, il y a la question fondamentale de Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou etc., qui anime la société sénégalaise. On en parle sur les radios, etc., et qu'une opinion va se former, et que forcément, Aïssata Tall Sall ne sera pas une exception parce qu'elle a fait des propositions peut-être contestables. N'importe qui, en arrivant, devrait avoir au moins un semblant de réponse sur ça. Donc pour moi, ce qui manque le plus, c'est de poser les vrais débats. Sur la croissance économique et tout ça, c'est des agrégats, c'est des mesures statistiques et consorts. D'ailleurs, j'ai lu que le professeur Makhtar Diouf battait en brèche tout ça et j'étais plus d'accord avec ce qu'il racontait. Je crois que ce que nous ne faisons pas, et ça fait partie du débat à poser, c'est le choix de croissance. Qu'est-ce que nous voulons comme croissance? Si c'est découvrir du pétrole offshore au large de Sangomar, appeler Cosmos, etc., et que nous on gagne 10% là-dedans, peut-être qu'il faut même laisser ce pétrole là-dedans. Ça pose beaucoup moins de problèmes. Il faut que nous choisissions nous-mêmes la direction dans laquelle nous voulons aller. Si nous mettons 250 000 jeunes sur le marché de l'emploi, il ne s'agit pas de légiférer pour dire que on va bloquer les loyers dans Dakar. C'est la loi de l'offre et la demande. Si vous n'êtes pas capable d'augmenter l'offre, vous ne pouvez pas réduire la demande. On ne peut pas prendre avec une bombe ou une mitraillette, éliminer les 250 000 jeunes. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est 250 000 par an. Quelle est la création d'emplois qui suit cette croissance économique? Quel est le facteur de redistribution? Est-ce que cette croissance économique se traduit par une création d'emplois? Si nous faisons le choix d'un développement exogène par les entreprises étrangères, mais il y aura une évolution du PIB, du produit intérieur brut. Mais il n'y aura pas une évolution. C'est des choix économiques forts. C'est des stratégies. Et c'est là où c'est là où le débat est absent. Qu'est-ce que nous voulons pour le Sénégal? La croissance, c'est une conséquence. Mais si nous voulons la création d'emplois, parce que nous avons 250 000 jeunes, et l'emploi a une fonction redistributive au niveau social chez nous, mais il y a des choix économiques que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas, sauf tout le respect que je leur dois, mettre 400 milliards dans une autoroute qui va à Touba. C'est économiquement contre-productif. Et en plus, fait par une entreprise étrangère. Quelle est la valeur ajoutée pour l'économie locale? Quasi zéro. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire avec ces 400 milliards? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'autoroute, ou c'est pas ça que je dis. Mais c'est peut-être pas la priorité numéro 1, 2, 3 jusqu'à 10. Pourtant, je viens du milieu des infrastructures. Il y a des choix, des stratégies, et à mon avis, c'est l'absence de tribunes qui permettent de dire, même si je raconte des inepties, mais qui me permettent de sortir moi mes inepties, l'absence même d'un cadre de proposition. Mais est-ce que justement la 12e législature-là a permis de poser ces débats-là, parce que c'est la première fois qu'on expérimentait la parité effective à l'Assemblée nationale? Est-ce que les députés ont été à la hauteur du mandat que le Sénégal leur a confié? Non, ça reste encore de la politique, ça reste encore un jeu, ça reste encore... vous m'excusez du terme de la vaste blague. Mais il coûte très cher aux contribuables, les députés. Hein? Mais pas seulement les députés. Le gouvernement coûte encore plus cher. Ils sont encore moins productifs que tout le monde. Je suis persuadé que le pays marcherait sans un gouvernement. Marcherait mieux. Mais la Belgique a expérimenté ça. Non, ils sont encore... Alsan, vous êtes sur la corniche. Il faut vous amuser un jour à 7h du matin, de 7h à 9h, vous pointez là, vous comptez. Il n'y a personne. Vous comptez. Ils ne vont pas au bureau à 7h. C'est à partir de 9h30 que les embouteillages commencent. Et les embouteillages se font avec des voitures 8-8 qui coûtent 45 millions aux contribuables que nous sommes, qui sont des voitures essence, qui consomment 25 litres au 100. Pour un pays pauvre très endetté, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce revenu, ce qui est gaspillé? Est-ce qu'à un moment donné, on a calculé l'efficacité économique de cette dépense? Mais on l'a calculé et c'est pas bon du tout. Non, moi je suis pas très optimiste, vous l'aurez compris, et je compte pas sur la législature qui vient de finir. Et j'espère, maintenant je n'ai pas mes parents sérieux peut-être pourront m'aider là-dedans, pour que vraiment les gens qui arrivent soient un peu plus conscients et un peu plus patriotes
le mot est lâché, que ce qui sort. Mais est-ce que l'efficacité économique de nos dirigeants, c'est pas l'Assemblée nationale qui devait aussi travailler sur ça pour voir les ministères comment ils travaillent, les budgets qu'on vote à l'Assemblée nationale, les milliards, pour savoir est-ce que les 5 francs qu'on a mis dans une école sont effectivement arrivés à l'école à laquelle cet argent est destiné. Mais bien sûr que c'est le rôle de l'Assemblée de vérifier justement l'argent qu'il met à la disposition du gouvernement. Mais on sent comment pas cet argent est utilisé. Et les accords que le gouvernement signe pour tout type ou pour tout secteur, que l'Assemblée soit déjà en phase avec le gouvernement pour discuter de ce qui est possible et qui entre dans l'intérêt des Sénégalais. Je dis que les textes de réforme les plus utiles qui mettent en avant l'intérêt des Sénégalais ou qui apparaissent comme des textes qui peuvent contribuer à leur mieux-être, c'est l'Assemblée, doit être l'élément. Le débat dont vous parlez, il est un débat qui aurait dû avoir lieu au niveau de l'Assemblée. Il est le lieu pour pouvoir contrer le gouvernement sur certains textes quand on pense que c'est pas utile pour le peuple, ou de pouvoir procéder à une vérification de l'argent le budget de l'argent qu'on met à la disposition de l'État. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a constaté que le Sénégal a signé des textes de défense avec les Américains et les États-Unis. Parce que aussi bien les députés de l'opposition que du pouvoir, on n'entend personne en parler. Aucun Sénégalais ne sait aujourd'hui le contenu de ces textes. Mais il y a tellement de textes et qu'on a passé à l'Assemblée, les États-Unis ont augmenté. Vous et moi, que nous ne connaissons pas, il y a un certain nombre de textes. Au fond, si on nous demande de retenir un certain nombre de textes, qui sont des textes importants qui sont passés à l'Assemblée nationale, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas eu de textes importants, mais nous ne saurions pas quels ont été ces textes. Donc, quelque part, il y a un déficit qui tient lié de déficit à la fois de communication et d'explication. Et ensuite, qui rabat un peu le rôle du député de devoir porter la parole de l'Assemblée vers ceux qui l'ont élu pour qu'ils comprennent mieux et davantage. Mais là n'est pas le problème. Mais il faut savoir profiler les députés également. Le choix. Un certain nombre de critères ont été définit ces critères pour devoir être député sur un certain nombre de... Mais aujourd'hui, vous le comprenez, les députés, il peut être quelqu'un, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il est donné à la démocratie le droit de pouvoir faire un choix sur les personnes qui ont eu une fonction élective, élues par ceux qui sont autour d'eux. Je suis tout à fait d'accord sur ce principe-là. Mais ça aurait été encore davantage intéressant si on travaillait à permettre aux députés d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir poser des problèmes, comprendre un certain nombre de mécanismes qui fondent les textes qu'on leur donne ou contrôler l'État sur quelques manquements ou quelques abus. Je crois que ça aurait été l'idéal. Et uniquement pas sur les textes économiques, mais sur les textes de toutes sortes. Les textes qui relèvent du droit, les textes qui relèvent de la société, les textes même qui relèvent du comportement sénégalais, les valeurs avec lesquelles nous devrons renouer pour pouvoir faire avancer notre pays. Sur tout ça, il aurait été nécessaire qu'on puisse le faire. Mais cela n'est possible que si on profile. Le référendum permet aujourd'hui les candidatures indépendantes. Et je pensais que ces candidatures indépendantes peuvent apporter de la qualité à l'Assemblée nationale. Mais je pense que ces candidatures indépendantes, l'esprit, je crois, c'est de quand même de permettre à des gens qui ne sont pas forcément dans l'espace politique traditionnel et qui portent des idées ou même qui portent des ambitions de pouvoir entrer à l'Assemblée ou même de prétendre être demain président de la République. Mais il faudrait pour cela également que les critères à partir desquels la candidature indépendante est possible, soit des critères suffisamment allégés pour que l'espace soit un espace beaucoup plus ouvert. C'est vrai qu'il faut le codifier, il faut savoir bien l'organiser, sinon ça peut ouvrir les vannes à des choses qui ne peuvent pas être conformes à l'accès à certaines responsabilités. Mais je dis, il faut également qu'on allège le système. Et peut-être que là, également, et quand même, c'est quelque chose qu'il faut saluer, le référendum, il faut saluer à ce niveau parce qu'il a permis d'innover et de pouvoir ouvrir l'espace politique à des personnes qui ne sont pas forcément dans le système traditionnel. Oui, mais les indépendants sont inquiets parce qu'ils disent qu'il faudrait avoir au moins 3 000 à 5 000 voix dans 7 des 14 régions du Sénégal. Et beaucoup d'entre eux estiment que ça peut être des décrets qui sont mis en place pour freiner leur ambition d'aller à l'Assemblée nationale, c'est les indépendants. Oui, ça repose toujours la question fondamentale du rôle de l'Assemblée. C'est-à-dire, les politiciens semblent avoir fermé le système. On peut donner d'une main et reprendre de l'autre. Pour que les gens n'accèdent pas au système. Officiellement, on a fait un référendum, on a ouvert. C'est bien pour l'international, c'est bien pour l'image. Mais le degré d'application. Mais dans la réalité, bon, peut-être, on n'a pas une culture d'évaluation. On n'a pas une culture de reddition de comptes au Sénégal. On n'a pas une culture sur chaque point de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça sert à quoi? Mais moi, je ne suis pas encore une fois, optimiste sur ce sujet. Je m'avance peut-être à le dire, mais je considère que 80% des députés que nous avons ne connaissent pas le rôle des députés. Il ne s'agit pas de plaire au prince. C'est vrai que c'est le prince ici qui désigne les députés. Contrairement au schéma. Aujourd'hui,
Vous allez voir les batailles d'investiture au niveau du parti majoritaire ou en tout cas de la coalition. Vous verrez qu'à un moment donné, c'est le grand prince qui va décider de qui va être député. C'est un non-sens. Un non-sens. Je vais décider de qui va me contrôler. Vous pouvez pas attendre de l'extérieur que celui-là vienne me contrôler, puisque j'ai décidé, moi, de le mettre là où il est. Jusqu'au président de l'Assemblée nationale. Jusqu'au président de l'Assemblée nationale. Ce que je dis est extrêmement grave. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, espérer que des députés vont exiger de la commission des finances le vote le vote d'une loi de règlement avant de poursuivre sur la prochaine loi des finances. Vous pourrez faire l'enquête. Combien de députés sont au courant de l'existence d'une loi de règlement? La loi de règlement, c'est quoi? Vous avez donné de l'argent à quelqu'un. Il faut bien que l'architecture juridique existe. Il ne s'agit pas d'inventer des lois ou des procédures ou quoi que ce soit. Hein. Vous donnez de l'argent à quelqu'un. Il doit venir vous dire, j'ai fait ça. Avant que vous lui donniez la suite. Cette loi de règlement, vous pouvez rester 10 ans, la loi de règlement n'est pas votée. Et on continue de voter des lois de finances. On vote des lois de finances rectificatives. On fait des transferts de crédit. Le député vote de l'argent pour tel secteur. Le président fait un décret de virement de crédit. On prend cet argent, on met ailleurs. Peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être que c'est objectif. Peut-être que c'est subjectif. Je n'en sais rien. Mais il faut justifier à posteriori. Mais à un moment donné, si moi j'ai voté une loi pour dire que l'argent doit aller à la santé et que quelqu'un a décidé que non, l'argent, je vais mettre ça sur le tribunal ou sur telle route, c'est pas ce que j'avais voté. Il faut bien qu'à un moment donné, avant que tu reviennes me demander de l'argent pour la santé, que tu me dises, mais l'argent que j'avais mis pour la santé, c'est passé où? Et pourquoi? Est-ce que moi, mais vous savez, pour moi le mal est très profond. J'espère qu'à un moment donné, je ne vois pas encore, hein, honnêtement, mais qu'il y aura une génération spontanée, parce que avec ce que les crises que l'école traverse, tu n'es pas optimiste, tu ne vois pas d'où peut venir ce soubresaut. Bon, peut-être avec nos grands marabouts et nos parents serrères, il y a des choses que je ne maîtrise pas moi. Tu es dans les khoïs là. Oui, les khoïs, c'est très fort. C'est très fort. Peut-être aussi qu'il faut invoquer tout ça, qu'il faut revenir. Je ne sais pas, hein, mais le débat est ouvert. Mais est-ce que ça ne pose pas aujourd'hui le débat de la moralisation de la vie politique dans notre pays? Parce qu'on a constaté à l'Assemblée nationale aussi, la France essaie de le faire, hein, avec Macron qui est venu au pouvoir, qui parle de moraliser la vie politique, qui a aujourd'hui des députés qui sont maires, des ministres qui sont maires en même temps, cumuler les mandats, entre autres. Oui, je crois qu'une moralisation, c'est à la fois le reflet d'un besoin de pousser les gens à avoir des attitudes qui soient conformes à une vie en commun. Et qu'au fond, il nous faut déjà moraliser notre propre société. Et ensuite, le reflet de la société, c'est souvent ce que l'on voit ailleurs. Et la vie politique, la vie publique a tendance effectivement à créer des antivaleurs. Il y a un principe essentiel qui est que les gens ne sont plus ensemble pour défendre un intérêt général souvent, mais ils sont ensemble pour que les uns les autres arrivent à pouvoir tirer profit d'un compagnonnage. Et ça, je crois que c'est pas le fait des politiques, c'est le fait de beaucoup de choses dans nos sociétés qu'il faut voir. Voilà une société où l'esprit d'ostentation, l'esprit de jouissance permanente apparaît de temps en temps dans un certain nombre d'endroits ou dans un certain nombre de secteurs. Et cela ne contribue pas à pousser les Sénégalais à pouvoir travailler, mériter ce qu'ils méritent, et ensuite donner le meilleur d'eux-mêmes pour pousser ce pays à aller de l'avant. Je ne dis pas que tous les Sénégalais sont comme ça, mais ça, c'est quand même des interstices que l'on sent dans l'évolution de notre société. Et c'est là que se pose le problème. Et les députés, effectivement, et ceux qui aspirent à gouverner ou ceux qui gouvernent, doivent porter des éléments de réflexion sur comment faire pour que cette société-là se transforme en douceur, pour qu'un certain nombre d'antivaleurs puissent être enlevés de cette société, parce que sans ça, le développement, comme on dit, c'est un état d'esprit. Et le meilleur état d'esprit, c'est l'état d'esprit de celui qui sait pouvoir aller conquérir en ayant un esprit qui soit un esprit sain, qui soit conforme un peu aux valeurs à partir desquelles se fonde la société qu'il représente. Et là, tant qu'on ne l'aura pas réussi, ça n'ira pas. Et quand vous voyez aujourd'hui l'ostentation qui passe par un certain nombre d'endroits, vous posez des questions. Et les gens en font maintenant des valeurs. Il y a des gens qui sont dans des postures de rente et de distribution permanente. On est d'accord. Il y a des gens qui sont dans l'accumulation et parfois accumulés. Une accumulation qui vient d'où on ne sait pas. Ici, comme l'avait dit mon ami tout à l'heure,
la reddition des comptes, ça tient pas seulement lieu d'avoir une posture de fonction publique, mais ça tient également la question qu'on peut se poser parfois autour de nous par rapport à un certain nombre de personnes qui ne règlent leurs problèmes que par leur capacité à pouvoir séduire ou à pouvoir émettre des idées ou à même à faire de l'agitation pour exister. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on devrait revenir pour organiser une société, pour mieux la rendre une société où les uns et les autres savent respecter les principes et chacun est rémunéré juste sur le mérite et sur le travail qu'il effectue. Mais est-ce qu'au fond, comme l'a dit Abdoulaye, on n'est pas dans une société où c'est l'empire du mensonge, comme l'a dit Aminata Sow Fall avec son dernier livre. Et depuis très longtemps. longtemps. Dans ce pays-là, en fond. Et c'est ce qui est encore plus dommage, parce que c'est contraire à nos valeurs, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion. Le Sénégal, ou le Sénégalais, avait élevé le travail à un rang supérieur au zikr. Le travail à valeur de zikr. Le travail, pour certains de nos concitoyens, est supérieur à la prière. Et maintenant, le travail devient superflu. Nous mën a def ba génn ci rek. Dóor rek. Dóorkat. Dóor rek. Et c'est un peu dommage. On est passé et très rapidement d'un schéma où c'est les self-made men, des gens qui sont partis de rien. Et c'est ces gens qu'on adulait dans les villages, etc., des djambars, comme on le dit en Wolof. Et pour maintenant, c'est bon, ce n'est plus important ce qui s'est passé hier et avant-hier. C'est juste le temps présent. Comment le gars fait pour s'en sortir. Et s'il le fait pour s'en sortir, moi je dois pouvoir le faire. Après maintenant, il y a une pression sociale, les femmes, les enfants, tout ce que vous voulez, même le village, qui va considérer que bon, toi tu es un inutile. Regarde l'autre, regarde le fils de l'autre, etc. On nous donne un exemple des antivaleurs. Et c'est ça qui structure, c'est pourquoi je disais qui structure la jeunesse. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je suis des fois, mais vraiment en dessous de zéro. Parce que tu ne vois pas du tout, mais alors là, du tout, d'où ça va passer. Mais est-ce que c'est pas une défaite morale et culturelle de notre pays? Mais ceci dit, Alassane, il y a quand même des Sénégalais qui sont conformes à nos valeurs, qui travaillent et qui gagnent bien leur vie, et qui méritent ce qu'ils font. Et qui sont des exemples. Ils sont marginalisés. Voilà. Oui. Ils sont des exemples, ils sont des modèles dans la société. Parce que dans chaque société, il y a également... Je dis que dans notre société, il y a certaines personnes qui arrivent quand même à se présenter comme des modèles et qui méritent ce qu'ils font et qui apportent beaucoup de valeur à notre société. Mais ceci dit, c'est parce que au cours de ces dernières années, on a beaucoup senti ce que représentait l'argent, sa valeur intrinsèque. On a compris également disons, l'aisance, pour ne pas dire la simplicité, avec laquelle les gens avaient tendance à pouvoir en gagner sans que cela ne soit le reflet de la valeur qu'ils ont portée ou du travail qu'ils ont porté. Parce qu'on en a beaucoup donné ces derniers temps, et je disais à quelqu'un au cours de ces dernières années, de ces 12 dernières années, l'étalon de mesure c'était le milliard. Exact. Alors que le milliard a toujours existé dans notre pays, mais on n'en parlait pas parce que le milliard était utilisé pour mener des actions qui faisaient ressortir ce qu'a représenté le milliard. Mais est-ce qu'Abdoulaye, il n'y a pas aussi la responsabilité des parents? On a l'impression qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une maison, il suffit que peut-être Abdoulaye Ndiaye gagne plus que Samba Ndiaye qui est son grand frère, que le grand frère, lui, il est marginalisé, il ne compte plus dans la maison, ses amis ne comptent pas, c'est ceux d'Abdoulaye qui comptent parce qu'Abdoulaye a de l'argent. Ce comportement a souvent été dans notre société. Mais ceci dit, disons que ça s'est empiré davantage. Toutes les relations sont fondées pour une bonne partie, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Toutes nos relations, pour une bonne partie, sont fondées sur des relations d'intérêt. Et il nous faut arriver à amoindrir ça ou à l'anéantir. Et que je crois que ceux qui vont être les exemples pour qu'on puisse nous projeter dans une société où les valeurs seront remises au goût du jour, c'est justement ceux qui portent la parole publique, ceux qui décident pour nous, ceux qui doivent nous intéresser, parce que quand on est à la tête d'un pays, quand on est un homme public, quand on aspire à exercer des fonctions, c'est parce qu'on a envie de modifier, je ne dis pas transformer, mais on modifie certaines antivaleurs, on en fait des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, le pays appartient, nous sommes près de 14 à 15 millions de Sénégalais. Chacun de nous a une fonction, un rôle essentiel à jouer pour que le pays puisse marcher. Mais nous ne devons pas laisser seulement le pays à près de 200 000 personnes qui elles, choisissent pour la plupart du temps d'être là pour utiliser, peut-être parfois, c'est de bonne guerre, un certain nombre
d'actions ou un certain nombre de principes qui ne sont pas forcément les meilleurs pour faire avancer les valeurs dans notre pays. Mais est-ce que vous percevez ce souffle-là qu'il y a dans la classe politique aujourd'hui des Sénégalais qui sont imbus de porter les valeurs du Sénégal pour donner le bon exemple? Parce qu'on a l'impression que c'est une bataille d'intérêts personnels, d'argent et de positionnement. C'est plutôt le contraire. Comme disait Ablaye, il y a vraiment des Sénégalais qui essayent à leur niveau de mener ce combat ancestral. Mais les médias ne les montrent pas, les politiques les marginalisent. Si vous en connaissez un, je ne serai pas au courant de ce que notre parent fait, etc., etc. Je sens plus le contraire. On fait tout pour que ces gens n'aient pas accès à l'expression publique, que ce soit directement au niveau des fonctions électives ou que ce soit à travers les médias. Et c'est ce que je déplorais, c'est-à-dire, et c'est ce qui rend pessimiste. Même l'école, qui devait être le creuset pour que justement qu'on puisse montrer à ces jeunes que il y a d'autres voies. L'école publique. L'école publique. Mais aujourd'hui, recensons tous ceux qui occupent une fonction publique. Combien de leurs enfants sont dans les écoles publiques? C'est une question. Hein? Combien vous demandez à gérer les deniers publics, enfin quelque chose de public, et c'est les 14 millions de Sénégalais qui cotisent pour vous permettre de conduire cette voiture. Mais ces 14 millions de Sénégalais cotisent pour que vous preniez votre enfant et que vous mettiez à l'ASD en payant $20,000 par an. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si le premier des Sénégalais le fait. Mais est-ce qu'ils ne sont pas dans un système de perpétuation du système, justement, que leurs enfants soient dans les meilleures écoles, qui viennent coloniser, entre guillemets, les enfants des autres qui sont restés, qui sont dans une école publique qui est malade aujourd'hui? Mais tu as une fonction publique. Il t'appartient justement de poser les diagnostics de cette école malade, d'amener. Tu ne pourras pas régler tous les problèmes en un seul mandat, mais au moins que tu sois dans une tendance à essayer d'améliorer le quotidien de cette école, à essayer de te dire que c'est ça le Sénégal dans 20 ans ou 25 ans. Si je ne fais pas quelque chose dans cette école, si je n'essaye pas, peut-être que tu ne réussiras pas. Mais si tu n'essayes pas de modifier un temps soit peu ce qui se passe, et que toi, justement, tu utilises ta position pour que tes enfants échappent au marasme global, mais je trouve que c'est quand même extrêmement malhonnête. Et le rôle aussi des acteurs qui sont dans l'école aujourd'hui, les syndicats et autres. Oui, je pense que l'école... avoir plus de qualité dans l'école. Oui, je pense qu'il faut les motiver davantage quand même. Et je pense qu'il faut également que l'on retrouve les anciens principes. Les anciens enseignants, c'était des personnes qui étaient motivées. Il y a aussi des leaders syndicaux dont les enfants sont dans les écoles privées. Mais probablement, j'en connais pas mes programmes, puisque vous le dites. Probablement. Alors, je dis simplement qu'il nous faut renouer avec l'école qui était quand même un creuset, qui formait de bons citoyens. Et que ceux qui étaient des enseignants qui étaient par vocation. Exact. Aujourd'hui, probablement, même dans notre métier, il y a des gens qui sont entrés par effraction. Exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, à partir du moment où il en est ainsi, les gens chacun essaie de se mettre quelque part pour être à l'abri. Je ne dis pas d'un besoin, mais en tout cas être à l'abri de devoir faire face parfois à des fins de mois difficiles. Donc les gens entrent dans des professions qui ne sont pas forcément les professions qu'ils auraient choisies par vocation. Mais je pense que tout ceci devrait se faire autour simplement d'une prise en compte des besoins des uns et des autres et des possibilités que l'État a pour pouvoir régler un certain nombre de préalables à partir desquels on peut s'entendre. Parce que l'école, quand même, je pense que c'est le socle, c'est l'endroit premier à partir duquel on forme le bon citoyen de demain. Macron, à Gao, est-ce que c'est la France-Afrique qui se poursuit? J'ai lu quelque part Macron l'Africain. Bon, j'espère qu'il sera un Africain. Et c'est des Africains qui écrivent ça encore. Bon, c'est péjoratif dans ma bouche que écrit par des Africains. Mais j'espère qu'il sera un vrai Africain, parce que Macron l'Africain ou la France, tout ça c'est péjoratif. Est-ce qu'on a besoin qu'il soit africain, Macron? On a besoin qu'il soit africain, qu'il comprenne que il a eu le bon discours de rupture, etc. pour la France, pour mettre la France en marche, supprimer les barrières traditionnelles. Le discours, oui, ça c'est le discours. Alors, en ce qui nous concerne, je n'ai pas encore lu quelque part la politique africaine du nouveau locataire de l'Élysée. Je suis pas un expert en politique française, mais moi, j'exprimerai plutôt un souhait. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron ait le courage de ses opinions, de ce qu'il a annoncé à Alger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les Africains apprennent à compter sur eux-mêmes. Pour moi, cela commence par un relâchement
sur la parité du franc CFA avec l'euro. Mais le discours d'Alger, il a adouci, hein, en disant que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Après, c'est un crime contre l'humain. Il a dit quelque chose. Bon, après, changer, la politique a ses réalités. Mais je considère que il l'a quand même sorti. Il ne peut pas l'avoir ravalé. Pour revenir. Et maintenant, ça, c'est une chose. Que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Tout le monde le savait. Peut-être qu'il y a que qui l'ont pas admis. Mais justement, pour le prendre au mot, il faudrait qu'à un moment donné, que cette pression sur nos économies, qui est en partie due à cet arrimage des économies parmi les moins avancées du monde, si on prend le Niger, à une monnaie parmi la plus forte du monde, il y a quelque chose de malsain à continuer ce compagnonnage-là. Tout à fait. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça que CFA signifie. Colonie française d'Afrique. Même dans la terminologie, je considère qu'il faut, en tout cas, c'est un vœu, c'est un souhait, qu'on arrive pendant son mandat à trouver les voies et moyens pour que la BCEAO soit indépendante. Que nous soyons capables, nous-mêmes, de frapper monnaie et de gérer nous-mêmes nos réserves de devises. Mais est-ce que l'Afrique pourra le faire sans prendre ses responsabilités? Oui, je pense que moi, Macron ne viendra pas faire l'Afrique. Il y a un terme que je récuse souvent, c'est quand on me parle de France-Afrique, ou tous les présidents français qui sont issus de la Ve République, on les a tous qualifiés d'Africains. Mm-hmm. Mais on n'a jamais procédé à l'inventaire de ce qu'ils ont apporté à l'Afrique durant leur gouvernance. Bon, Macron a l'avantage de sa jeunesse, a l'avantage de n'avoir appartenu à aucune écurie politique qui ait eu des rapports difficiles avec l'Afrique. C'est-à-dire, la France-Afrique, c'est en termes de la présence française par barbouze interposée telle que nous l'avons connue depuis de 58 la communauté à aujourd'hui, peut-être qu'il l'a pas incarné. Et il a une certaine liberté. Donc, il peut avoir des rapports directs avec les Africains. Mais est-ce que l'âge de Macron peut être un atout dans le changement des rapports entre Macron et les VR qui sont installés un peu partout en Afrique, et aussi ses grands frères qui sont présidents? Mais je pense qu'il n'a pas encore défini sa politique de façon intelligible pour que les gens puissent comprendre, mais je pense que la finalité sera ça. Mais le problème aujourd'hui de la France, c'est que Macron arrive à un moment où la France fait face à une situation économique difficile. Un déficit record, un chômage de près de 5 millions d'individus, un budget qui est en déficit qu'il ne peut pas mettre en dessous de 3% tel que l'exige l'Union européenne, sa voix qui devra compter au niveau de l'Union européenne. Donc, ce garçon, aujourd'hui, ce qui le préoccupe, c'est de redresser l'économie de son pays. Maintenant, il a fait des efforts parce que sa présence au Mali est quand même une marque importante. C'est un geste symbolique. Mais cela, il le fait en tant que président de la République qui a voulu commencer sa gouvernance par un acte fort. Mais il a donné quelques éléments d'esquisse sur ce que pourrait être demain sa politique vis-à-vis de l'Afrique, qui ne peut être qu'une politique de partenariat économique. Le public et le privé ensemble face aux Africains. Maintenant, le reste appartient aux Africains. Il est évident qu'un président de la République travaille à sauvegarder ses intérêts, comme la France travaille à sauvegarder ses intérêts. On est d'accord. À partir de ce moment-là, tout devient possible. Et l'Afrique est aujourd'hui une sorte d'open space. L'espace est ouvert en Afrique. Il va y avoir les Chinois qui sont nombreux. Il va y avoir des Indiens et les autres. Et ce type de coopération donne à la France peut-être sa place. Mais ça ne veut pas dire que la France va être hégémonique dans l'évolution de nos économies et surtout dans la formulation de nos politiques librement consenties. Est-ce que cette attente des Africains par rapport à la France, à Macron qui vient d'arriver, c'est pas quelque part une défaite psychologique, mentale, même culturelle des Africains? Mais bien sûr, si en 2017 on en est à voir Macron le Messie africain, c'est que vraiment on est tombé bien bas. Juste d'ailleurs pour mettre un peu de bémol dans tout ça, Macron n'a pas atterri à Bamako. Gao. Il a atterri à Gao sur une base militaire. Bon, il est venu en Afrique, parce que Gao, c'est en Afrique. Mais il n'est pas passé par Bamako. Bon, ça, c'est sur la symbolique. Hein. Pour moi, c'est vraiment le chef des armées qui était en déplacement. C'est comme ça que je le lis en tant qu'ancien élève officier. Mais, bon, c'est toujours mieux que rien. Mais pour moi, il ne faut pas en attendre plus que de Sarkozy ou de qui que ce soit. Hein. Maintenant, on peut prier parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. On peut prier pour que, justement, avec sa jeunesse et tout ça, qui considère que, mais,
Ils n'ont pas à traîner le boulet des Africains. Moi, si vous voulez vraiment mon opinion sur cette élection française, moi, j'étais pour que la France élise Marine Le Pen. Parce que je me suis dit qu'avec celle-là, elle va donner un coup de pied là où je pense. Dans la foulée. Et ce sera très bien pour nous. Bon, c'est pour ça que j'étais, moi, pour elle. Maintenant, je ne me faisais pas d'illusions. Mais je n'attends rien d'Emmanuel Macron. Parce que nos dirigeants se sont révélés incapables de poser les problèmes ou de faire face à des situations. Mais vraiment, si maintenant nous en sommes incapables, nous n'allons pas toujours passer notre temps à rejeter la faute sur l'autre. Il a dû faire ça. Ce que nous pouvons faire, nous ne le faisons pas. Ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Et ça, c'est à notre portée. Nous sommes capables, aujourd'hui, nous sommes capables de décider que nous allons augmenter les recettes d'exportation horticole. Rungis, c'est 1 million de tonnes de fruits et légumes consommés par jour. Le Sénégal, qui a 4h30 de vol de Rungis, exporte 30 000 tonnes par an. Tel Aviv exporte 1 million de tonnes. Si Tel Aviv fait 1 million de tonnes, nous, on doit pouvoir quand même faire 100 000 ou 150 000. On lance un grand programme PSE pour dire qu'on va aller vers 150 000 tonnes. C'est un manque d'ambition. C'est un manque de vision. C'est un manque de connaissance des réalités profondes. Ce qu'ils sont capables de... C'est des Espagnols qui viennent ici produire des melons et qui retournent en Espagne. Mais vous savez, c'est du quoi? Souf, ndor, ak naaj. C'est pas autre chose. Mais on est là à espérer que quelqu'un fera... Je sais même pas quoi, hein. Quelqu'un fera quelque chose... Non. Plutôt aller vers les Khoy. J'espère que le ministre de l'Agriculture va vous entendre pour qu'il puisse prendre des mesures pour qu'on puisse exporter. Non, ça c'est le président de la République. C'est le président de la République qui doit prendre ses responsabilités, savoir que la jeunesse sénégalaise attend des emplois. Et le plus gros secteur pourvoyeur d'emplois pour cette jeunesse qui est souvent non qualifiée et qui va se nourrir en Méditerranée ou dans l'océan Atlantique, on a des gisements d'emploi. Pour sortir les jeunes talibés de la mendicité dans la rue, on peut décliner des propositions concrètes en tant que citoyen pour dire que ça, c'est pas normal. Absolument. On peut prendre ces jeunes marabouts, ou on leur concède ce nom, en disant que Serigne Touba a été productif, Aladji Malik a été productif. Absolument. Dans ses champs. Il a installé l'ensemble de ses moukadam avec un champ et une mosquée pour qu'ils travaillent. Mais c'était des opérateurs économiques. Tout à fait. Mais aujourd'hui, le marabout, c'est un parasite. Point final à notre émission avec Abdoulaziz Gueye, qui est ingénieur, polytechnicien, avec Abdoulaye Ndiaye, enseignant et journaliste. Au micro, Alassane Sambo Diop, à la technique, Vincent Diop. Excellent dimanche à tous.